On attend encore quelques secondes pour laisser les derniers participants prendre place. Et je pense qu'on peut commencer. Merci à tous d'être avec nous pour la dernière table ronde de la journée, et non des moindres. Talents digitaux et diversité, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces mots? Tout simplement l'éventuelle réconciliation entre deux grands sujets du monde des entreprises aujourd'hui. D'une part, la guerre des talents technologiques qui fait rage aujourd'hui dans toutes les entreprises, et notamment celle du retail, on le sait. De l'autre, les valeurs de diversité, passage obligé et valeurs clés pour le futur des organisations. Nos grands témoins vont réussir à nous établir la démonstration qu'il existe en fait un lien entre ces deux grands sujets, et un lien capable de créer un cercle vertueux, l'un pouvant pallier et solutionner l'autre. Pour m'accompagner donc dans cette démonstration, 4 témoins. Gérald Carsanti, vous êtes PDG de SAP, on vous a déjà vu sur scène aujourd'hui. SAP, premier éditeur de logiciels en Europe et 4e dans le monde. Vous êtes aussi professeur à HEC, auteur de 6 ouvrages relatifs au management. À vos côtés, Cathy Collard. Jaeger, vous êtes CEO de Picard-sur-Gelée. Vous êtes arrivé il y a 2 ans et demi, en mars 2020. Vous venez de me le confier il y a quelques minutes. Et vous avez depuis mené un plan de transformation d'envergure où le digital a une place de choix. Nathalie Wright, vous êtes Chief Digital Data and Sustainability Officer de Rexel Group, c'est-à-dire Rexel, je rappelle, qui est un distributeur de matériel électrique dans 21 pays. Vous avez fait toute votre carrière dans la tech, IBM, Microsoft, et vous êtes arrivé chez Rexel, non pas pour faire du digital, mais pour transformer en tout cas pour transformer le business dans une économie digitale. Et enfin, Stéphane Booth, vous êtes senior partenaire au sein de McKinsey Company, et vos études et vos analyses vont nous être d'un grand secours pour quantifier le sujet que nous allons traiter. Alors ma toute première question, ça s'adressait à Gérald. C'est vous qui êtes à l'origine de cette table ronde, vous qui avez choisi et défini le sujet. Expliquez-nous pourquoi. Alors d'abord, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure à ma première intervention. Alors, pourquoi? Parce que le sujet de la diversité, c'est un sujet au sens large du terme d'ailleurs. La diversité au sens large du terme est un sujet extrêmement important, très présent dans notre société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est l'expression d'une évidence. En fait, il y a juste à regarder autour de nous pour se rendre compte que aujourd'hui, une entreprise ne peut plus être monolithique et structurée autour de profils tels qu'on les a connus dans le passé, même formation, même culture, même origine, même âge, et puis plutôt des hommes. Le monde ne ressemble plus du tout à ça. Et d'ailleurs, si c'était le cas, comme je le pense vraiment et comme je le dis à chaque fois, je pense qu'on passerait à côté de plein de choses. On passerait à côté de la performance, on passerait à côté de la créativité, on passerait à côté d'idées tout simplement, parce que c'est la diversité qui fait la performance et la créativité. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce sujet. Après, pourquoi j'ai voulu cette table ronde précisément? Parce que il y a ici des personnes qui m'inspirent. Alors je vais garder les femmes en deuxième commentaire. Évidemment, Stéphane représente McKinsey. Moi, je dois dire que je me préoccupe du sujet de la diversité, notamment hommes-femmes, depuis 25 ans, malheureusement, depuis longtemps. Et c'est un sujet dans plusieurs entreprises, d'ailleurs. Et je dois dire que McKinsey était une sorte de révélateur pour moi, parce que, comme je le disais à Stéphane tout à l'heure, les premières études qui m'ont permis de structurer ma pensée sur le sujet, parce que vous savez, quand vous parlez, vous dites oui, il faut, tout le monde dit qu'il faut, mais au bout du compte, il faut des résultats. Et pour matérialiser ça, de temps en temps, il faut des faits concrets. Et McKinsey publie chaque année des études extrêmement intéressantes qui permettent de mettre le doigt sur le fait que la diversité égale performance. Et je crois que ça, c'est important. Pour moi, en tout cas, ça a été extrêmement important. Puis après, eh bien, Nathalie et Cathy, pourquoi? Parce que, alors Nathalie, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus à l'époque notamment où elle était chez Microsoft et moi j'étais le PDG d'HP à l'époque. Et on a échangé et rééchangé sur plein de sujets. Et puis plus récemment, depuis qu'elle est chez Rexel, c'est un leader par construction. C'est quelqu'un qui travaille sur plein de sujets. Donc je trouvais que
l'avoir dans cette table ronde, c'était extrêmement intéressant, qu'elle nous donne un éclairage aussi dans le monde de la tech, parce qu'il ne faut pas oublier que la tech est un environnement très, on va dire, marqué, un peu masculin, ça c'est sûr, parfois un peu macho, comme tous les domaines industrie, on va dire. Et donc, avoir Nathalie avec nous, c'était extrêmement précieux. Et Cathy, notre rencontre est plus récente, mais là, je dois dire que je suis sorti de cette entrevue, j'étais avec ma chef de cabinet qui est là, Coran, on est sorti de cette entrevue en se disant « Waouh !» Je crois que c'est la meilleure façon de résumer. C'est-à-dire, j'en ai pris plein la figure parce qu'il y a plein d'idées. Alors peut-être que Cathy, tu vas en parler, donc je ne vais pas défrayer le... Mais je vais en citer une, par exemple, c'est l'idée de mettre des distributeurs dans les entreprises avec des plats cuisinés, Picard, pour ceux qui ont envie d'avoir du Picard tout le temps, pas uniquement le soir, également à midi. Eh ben, j'ai trouvé l'idée géniale. Donc il y a de l'innovation. Et avec ces 3 personnes, je pense qu'on va faire une très belle table ronde. Alors, avant de faire waouh, on va essayer de poser un point de départ. Et pour ça, je m'adresse justement au cabinet de conseil. Stéphane, peut-on expliquer aujourd'hui, quand on parle de guerre des talents, quand on parle de pénurie en talents technologiques, est-ce qu'on peut aujourd'hui quantifier cette pénurie et l'évaluer ? Alors oui, bonjour. On peut effectivement l'évaluer. Ce qu'il faut savoir spécifiquement dans le secteur de la distribution, c'est un secteur qui connaît depuis une dizaine d'années une transformation profonde, dans laquelle la technologie joue un rôle central, que ce soit pour mettre en place un modèle omnicanal, pour exploiter de façon avancée la donnée ou encore pour automatiser les processus. Cette transformation technologique, elle requiert pour l'ensemble des distributeurs de faire évoluer en profondeur leur système d'information et aussi leur modèle opérationnel autour du digital et de la technologie. Et ça nécessite de se doter de compétences technologiques internes très fortes. Historiquement, les distributeurs, comme la plupart des grandes entreprises, ont souvent privilégié en interne les profils de chefs de projet, les profils fonctionnels, et ont beaucoup externalisé les tâches techniques autour des systèmes d'information, notamment les rôles d'architecte ou les rôles de développeurs. C'est exactement l'opposé de ce que font aujourd'hui les champions du digital. On a donc dans la distribution aujourd'hui le défi de devoir renforcer en profondeur les compétences technologiques internes, et ceci dans un contexte effectivement de marché où on est confronté à une pénurie de talents technologiques. On estime par exemple qu'en Europe, on va manquer à peu près de 20%, on va avoir un gap de 20% entre la demande et l'offre de talents technologiques dans les années qui viennent, avec un cas particulier dans lequel ce gap est encore plus élevé, c'est celui des spécialistes dans l'exploitation avancée de la donnée. Alors, vous m'avez donné un chiffre extrêmement intéressant, Stéphane, pendant la préparation, qui prouve qu'aujourd'hui, les entreprises les mieux équipées en talent tech sont aussi les plus performantes. Oui, alors donc il y a urgence. Quelques chiffres peut-être. Ouais, le bouton vert, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Il faut revenir en arrière. Voilà, quelques chiffres peut-être pour illustrer ce qui caractérise les champions du digital. 2 éléments très différenciants. Le premier, au sein de leurs équipes digitales et technologiques, ils ont une quote-part de profils techniques nettement plus élevée que les acteurs traditionnels. Cette quote-part peut atteindre jusqu'à 70%. Dans un département digital ou dans une DSI, on va trouver 70% de profils techniques pour 30% de profils non techniques. C'est à peu près l'opposé de ce qu'on va trouver dans une entreprise traditionnelle. Dans le même esprit, les champions du digital vont également mettre en œuvre au sein de leurs équipes un parcours de formation qui va permettre de faire monter très nettement le niveau d'expertise de leur profil. On a mené une analyse statistique sur cet aspect-là. On va trouver chez les champions du digital un niveau d'expertise qui peut être 3 à 4 fois supérieur en moyenne à celui qu'on va trouver au sein d'une même équipe chez un acteur traditionnel. Avec ce niveau d'expertise-là, les champions du digital sont capables de produire 2 à 3 fois plus vite, 2 à 3 fois davantage en termes de quantité de produits réalisés que les entreprises traditionnelles. Cette capacité à produire plus vite, à produire davantage, ne se limite pas à un impact technique. Elle se retrouve également dans la performance business de ces entreprises. On a pu noter que les champions du digital, et en particulier ceux qui maîtrisent
l'art de l'ingénierie logicielle vont connaître une croissance business qui sera 4 à 5 fois supérieure et une rentabilité aussi économique qui sera nettement plus avancée que les acteurs traditionnels. Alors, on a posé le sujet de la pénurie de talents technologiques et l'urgence qu'ont toutes les entreprises à y remédier. D'autres études McKinsey montrent que les entreprises aussi qui valorisent le mieux la diversité sont aussi les plus performantes. Gérald, je crois que c'est ce lien-là que vous vouliez qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Ça veut dire ce lien entre nous avons un problème qui est la guerre de talent tech, nous avons une solution qui est la diversité. Valorisons la diversité au sein des entreprises. Par rapport à McKinsey, hein, non? Oui, par rapport à la table ronde en général. Alors, valorisons la diversité, oui, parce que si on réfléchit, depuis, on va dire depuis l'après-guerre, sans pas revenir dans le détail, mais depuis l'après-guerre, nous avons une tendance, parce que c'est notre culture, parce que c'est notre façon de faire, par rapport à ce que je disais en introduction, à savoir qu'on cherche à répliquer des modèles, on cherche à fabriquer des petits clones de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir des personnes qui... Ça rassure. Alors, sans doute parce que ça nous rassure en réalité. Ça nous rassure d'avoir des personnes qui ont fait la même formation, qui nous ressemblent, des petits clones. C'est vraiment la meilleure expression que je puisse donner. Or, aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus ça. Il suffit de regarder la société, même cette salle, et regarder les personnes qui y sont. Je suis très heureux de voir ça d'ailleurs, c'est rare, c'est pas souvent qu'il y a autant de femmes que d'hommes, mais là vraiment il y a beaucoup de femmes, donc je suis ravi, c'est vraiment bien. Mais donc le monde c'est ça, le monde c'est une diversité homme-femme avec un équilibre, et tant qu'on n'a pas atteint cet équilibre, on a un problème. Ensuite le monde, c'est des origines différentes, les Français sont d'origines différentes, et il faut l'intégrer. Il faut intégrer le fait que les formations permettent de voir des choses différentes. Un ingénieur ne verra pas ce qu'un diplômé d'école de management ou un diplômé en histoire ou en sociologie va voir, et inversement. Donc avoir une diversité de formation est très, très important également. Donc je crois que la diversité, c'est au fond l'idée de dire il me faut une équipe capable de m'aider, moi dirigeant, à affronter les défis que j'ai devant moi de façon la plus équilibrée possible. Il ne faut pas oublier que le rôle principal d'un dirigeant, on en a 3 avec nous ce soir, c'est 70%, c'est probablement d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est le travail principal d'un dirigeant, c'est de construire l'équipe. Et construire une équipe, aujourd'hui, c'est construire une équipe extrêmement diversifiée. Et la diversification, comme je l'ai dit en introduction, amène, au-delà de la créativité, de la performance. Et moi, j'ai pu, alors je suis un modeste exemple, mais j'ai eu la chance de diriger plusieurs entreprises dans la tech. À chaque fois que j'ai réussi à équilibrer mes équipes et à avoir une équipe diversifiée, et je ne parle pas que hommes-femmes ici, je parle vraiment de la diversification dans sa généralité, mais hommes-femmes en particulier, à chaque fois, immédiatement, j'ai eu de meilleurs résultats. Donc ça prouve que les études de McKinsey étaient justes. Alors la diversité, c'est aussi une manière donc, de trouver de nouveaux profils tech dont on manque cruellement. La diversité, vous l'avez souligné en début de réponse, ça commence déjà par la cible spécifique des femmes. Est-ce qu'on peut encore, avant de donner la parole à nos 2 chefs d'entreprise femmes, avoir quelques chiffres pour nous montrer aujourd'hui la problématique qu'on peut rencontrer entre les femmes et la filière tech? Stéphane, quand je parle de chiffres, je parle de vous. Merci. 3 fondamentaux qu'il faut avoir à l'esprit à ce propos. Le premier, Gérald l'a indiqué, mais je tiens à le rappeler, ça a été démontré dans les 10 années de travaux de recherche consécutifs qu'on a menés sur le sujet. Les entreprises qui ont une quote-part plus élevée de femmes ont une meilleure performance que les autres. C'est démontré, c'est un fait scientifique qu'on retrouve maintenant sur plus d'une dizaine d'années de recherche. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête et qui est plus spécifique au sujet de la technologie et du digital, comment peut-on imaginer construire des solutions digitales qui s'adressent à l'ensemble de l'humanité et faire construire ces solutions par un échantillon non représentatif de cet ensemble? Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des acteurs qui sont impliqués dans le développement de solutions technologiques sont des hommes. Et enfin, peut-être un dernier élément qui est très important, c'est celui de la pénurie de talents. Comment peut-on imaginer un instant qu'on pourra adresser la question de la pénurie de talents technologiques
si on n'est pas en mesure de faire appel à ce vivier de talents à fort potentiel que sont les femmes, à condition bien sûr de savoir les attirer dans cette filière et les conserver ensuite dans la filière. Pour votre information, aujourd'hui en France, nous avons moins de 20% de jeunes filles dans la filière éducative, technologique. Et pour celles qui choisissent cette filière, près de 50% abandonnent la filière avant 35 ans. 3 raisons principales à ces 2 chiffres. La première, c'est tout simplement une méconnaissance de la filière par les jeunes filles qui la perçoivent comme une filière fortement masculine. La deuxième raison, c'est l'absence de rôle modèle, et je pense qu'on y reviendra dans quelques instants dans la discussion, de rôle modèle féminin qui leur donne une image de ce qu'elles pourraient devenir plus tard. Et la troisième raison, qui affecte surtout celles qui partent au bout de quelques années, c'est la difficulté de s'intégrer dans un milieu essentiellement masculin. Alors Nathalie, vous êtes chef d'entreprise et femme, je pense que je ne dévoile rien à personne, et donc c'est à ce double titre, le recrutement des femmes chez Rexel aujourd'hui, c'est stratégique? Oui, c'est stratégique, enfin, on l'a évoqué précédemment, la distribution de matériel électrique, c'est un métier qui devient de plus en plus technologique. Donc on a évidemment besoin de profils purement technologiques parce qu'on fait de l'e-commerce, parce qu'on a des solutions data à développer. Mais au-delà de ça, je veux dire, la mise en œuvre de solutions d'efficacité énergétique, ça devient aussi technologique. Et il y a une vraie pénurie de talents. Je donnerai un chiffre qui n'est pas un chiffre en France, un chiffre que j'ai pris, que j'ai souhaité vous mentionner, qui est un chiffre en Suède. Seulement 2% des personnes qui se forment au métier de l'électrique en sens large sont des femmes. Donc vous imaginez le challenge que ça représente à un moment où il n'y a pas assez d'électriciens et certainement pas beaucoup d'électriciennes. Donc nous avons effectivement décidé, en se disant il faut qu'on soit intentionnel, parce qu'il n'y a aucune raison que les choses changent si on n'essaie pas de développer des parcours qui vont permettre d'attirer et de développer des femmes. Donc nous avons défini 2 objectifs. Alors assez classiquement, pourcentage de femmes dans les cadres dirigeants, les top exécutives, arriver à 25%, ce qui représente une marche importante. Mais surtout, et c'est encore un peu plus challenging, définir le pourcentage de personnes de sexe féminin dans les recrutements entre maintenant et 2024 pour arriver à un pourcentage de 35%. Nous sommes à 22,7% fin 2021, donc arriver à 35% va représenter évidemment beaucoup de travail, être encore une fois intentionnel et mettre en place des filières qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Et 30% de femmes au CODIR en France, donc oui, je le souligne absolument. également sur 6 000 personnes. Oui, c'est ça, 6 000 personnes. Gérald Carsanti, donc vous êtes aussi chef d'entreprise. L'un des chapitres de votre dernier livre s'intitule « Ainsi est venu le temps des femmes ». J'en déduis donc que c'est aussi un de vos grands sujets. C'est en fait « Voici venu le temps des femmes ». C'est à peu près la même chose, mais ça veut bien dire ce qu'est ma conviction. Alors attention, je précise tout de suite que je dis et répète partout que ce sujet qui nous tient tous à cœur ne doit pas être fait en opposant les hommes et les femmes. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut que les hommes comprennent que c'est une chance, si on se place au-dessus, pour l'humanité, mais c'est une chance pour les entreprises. Parce qu'en réalité, si la prédiction est juste et si l'équilibre permet d'avoir plus de performance, l'intérêt des hommes, c'est d'avoir cet équilibre. Ensuite, la plupart des hommes, j'imagine dans cette salle, pas tous, mais la plupart, sont pères. Et beaucoup sont pères comme moi. Moi, j'ai un fils et une fille. J'ai rêvé plutôt d'un monde, je rêve d'un monde où ma fille puisse avoir exactement les mêmes chances que mon fils d'avoir une belle vie professionnelle, équilibrée, sans se dire que parce qu'elle est une fille, elle part avec des sacs à dos chargés. Donc ça, pour moi, ça me paraît être une évidence. La bonne nouvelle, et c'est ce que je développe dans effectivement ce dernier chapitre que j'ai appelé ainsi, c'est que l'évolution de la société, en fait, quand on regarde la période de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des périodes très marquées, les 30 Glorieuses, les années 80 qui étaient des années plutôt financières, puis les années de la 3e révolution industrielle avec l'arrivée de l'Internet, puis la 4e
révolution industrielle dans les années 2000, avec toutes les technologies que nous connaissons aujourd'hui, le blockchain, le big data, le machine learning, l'intelligence artificielle, etc. Et à chaque fois, eh bien, on a vu évoluer le profil des leaders. Alors pendant très longtemps, ces profils n'étaient pas favorables aux femmes, puisqu'en fait c'était des ingénieurs. L'après-guerre, l'Europe est détruite, il faut reconstruire l'économie. Donc on dit, avant la guerre, c'était plutôt des lettrés, plutôt des personnes qui faisaient des études de Cagne-Hippocagne, Normal Supplet, philo, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est les mathématiques qui prennent le pouvoir, c'est l'ingénieur qui prend le pouvoir. Prenant le pouvoir, c'est plutôt des hommes, parce que dans les filières scientifiques, il y avait très peu de femmes. Donc, pendant les 30 Glorieuses, ça n'a pas favorisé les femmes. Les années suivantes, pas vraiment non plus. C'est qu'à partir des années 2000, où on a vu arriver une émergence de technologies totalement nouvelles, qu'on a vu les profils commencer à se diversifier. Et quand je dis profil diversifié, on a vu des entreprises qui recrutent des autodidactes, en se disant, moi, avoir des autodidactes, ça m'intéresse, parce que c'est des personnes qui vont avoir une spontanéité qui va être différente de quelqu'un qui est passé par un processus scolaire, des profils universitaires, en géographie, en lettres, en philosophie, évidemment des ingénieurs et évidemment des écoles de management, mais quelque chose de diversifié. Et donc, j'ai eu cette conviction qu'à partir du moment où on a ouvert la porte à ces profils très diversifiés, eh bien, les femmes retrouvent beaucoup plus de corps, parce qu'on les retrouve dans beaucoup plus de formations. Ce qui ne veut pas dire, et j'en termine par ce point extrêmement important, qu'il faut abdiquer, bien au contraire, sur les femmes dans les filières scientifiques. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut garder la puissance des femmes dans les formations, on va dire entre guillemets, non scientifiques, mais il faut les attirer dans les filières scientifiques. Il faut se rappeler, McKinsey pourrait sans doute donner des statistiques là-dessus, mais les statistiques montrent que les jeunes filles, que ce soit au baccalauréat ou dans les études supérieures, ont de bien meilleurs résultats que les garçons dans les matières scientifiques et en mathématiques notamment. Donc, ça n'est pas du tout un problème de niveau, c'est un problème, bien au contraire, c'est un problème d'attirance sur les métiers. C'est-à-dire qu'il faut rendre nos filières industrielles et tech attirantes. Et la seule façon de le faire, en tout cas la seule façon que moi j'ai trouvée, de façon pragmatique, c'est de parler du sens de ce que nous faisons, à quoi ça sert. Une technologie pour une technologie ne va intéresser que des geeks et rien d'autre. Ça va intéresser des passionnés de technologie, ce qui est très bien. Mais pour attirer l'essentiel de ce que nous avons besoin de recruter dans nos 3 entreprises, nos 4 entreprises finalement, eh bien, il faut donner du sens, il faut donner du corps. À quoi ça sert? Qu'est-ce que va permettre la technologie? Elle va permettre de sauver des vies, de mieux se nourrir, de régler le problème du climat. Voilà, même si on contribue petitement, on contribue. Et ça attire les jeunes talents. Et notamment les femmes, vous disiez qui étaient très sensibles au sens. Vous disiez, moi, dire que je suis le premier et que je suis super puissant, elles s'en fichent. Dire que j'aide effectivement sur des sujets hospitaliers, dans l'aide, la prise en charge des patients, tout de suite, je parle un autre langage qui peut les attirer. Donc, besoin de sens pour les femmes. Autre foyer de diversité encore sous-exploité pour les entreprises, dans le cadre des recrutements tech, celui des jeunes. Alors, Cathy, c'est vers vous que je m'adresse. Alors, vous avez, vous aussi, rempli votre part au sujet des femmes, puisque la moitié de votre CODIR est composée de femmes aujourd'hui. Mais vous, votre grande bataille aujourd'hui, c'est les jeunes. Ça veut dire c'est à droite toute vers les jeunes pour recruter plus de jeunes et parler le mieux possible à ces jeunes-là. Absolument. Alors, j'ouvre une parenthèse. Je vous remercie quand même sur le chapitre pour les femmes. J'ai bu du petit lait, pour tout vous dire. Et c'est la première fois que j'entends tout ça. Donc, merci pour ça. Donc, les jeunes, effectivement, recruter des jeunes chez Picard, c'est une cible prioritaire, tant, je dirais, en termes de clients, finalement, qu'en termes de collaborateurs. Et moi, j'ai une conviction forte qui est, si on veut attirer, finalement, un public, encore faut-il lui porter d'abord de l'attention. Donc, les attentions qu'on a mis en place à l'égard des jeunes, déjà d'un point de vue professionnel, ça a été de créer d'abord une politique de recrutement d'alternants. C'est 120 jeunes que l'on a recrutés en septembre 2021. C'était nouveau pour l'entreprise, tant dans nos magasins que dans nos fonctions support. C'est aussi un partenariat avec le Crous qu'on a mis en place, donc avec leur plateforme Job Avise. Donc systématiquement maintenant, nos jobs d'étudiants sont mis en lien direct sur la plateforme adressée pour les étudiants. Et puis effectivement, c'est les écoles, on en parlait tout à l'heure, donc on a conclu des partenariats. Moi, je me prête très volontiers à aller visiter quelques écoles, tant pour parler du plan de transformation de Picard,
mais là où ça résonne avec ce que vous disiez, je passe autant de temps finalement à parler de mon parcours, parce que le besoin de rôle modèle et de dire, celle-ci, elle est passée de chef de rayon à PDG de Picard surgelé, eh bien effectivement, c'est un vrai rôle modèle qui a besoin d'être connu, en tout cas qui interpelle aussi les jeunes, et finalement pas que les jeunes femmes. Et puis les attentions qu'on a eues aussi personnelles, c'est important parce que c'est aussi reconnaître la vie et les préoccupations des jeunes actuellement. On en a eu une juste après le confinement, ça a été effectivement de mener un partenariat avec la FAGE, qui sont les épiceries solidaires des étudiants. Vous voyez, moi j'ai été extrêmement interpellée pendant le confinement quand j'ai vu des jeunes à la télé s'exprimer et dire j'arrête mes études parce que j'ai l'estomac vide. Je ne peux plus manger, j'ai plus de job d'étudiant puisque beaucoup d'enseignes étaient fermées. Alors je me suis dit, en tant que maman d'un jeune, en tant effectivement que dirigeante, si je ne joue pas un rôle là, c'est que je passe à côté de quelque chose. Donc on a mis en place avec le comité de direction un partenariat qui a consisté d'abord à opérer des opérations en magasin de micro-dons. Vous savez, c'est l'arrondi en caisse. Vous mettez 2 centimes, 5 centimes de plus. On a récolté 200 000 € pour ces épiceries solidaires. Et nous-mêmes, en tant qu'abondement, on a équipé les épiceries qui n'avaient pas de congélateur. Donc voilà, donc ces épiceries ont désormais des congélateurs dans lesquels, effectivement, on livre encore régulièrement nos surstocks, ce qui permet aux étudiants de se nourrir pour 10% de la valeur du produit. Et puis Gérald en parlait, on a mis aussi des snack bars connectés. Et je peux vous dire, ces snack bars connectés rencontrent un grand succès dans le monde des universités, puisqu'un distributeur automatique qui vous délivre des plats Picard le jour, la nuit, 7 jours sur 7, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, donc ma conviction, c'est effectivement, portons de l'attention aux gens que l'on veut recruter. Alors, les résultats, il y a des convictions, il y a des résultats, puisque vous avez, je précise, doublé la part de jeunes dans l'entreprise depuis. Absolument. Et dans le recrutement de nos jeunes, et c'est vrai aussi en client, on a doublé effectivement la part de jeunes. Tout à fait, merci. Alors, vous avez parlé d'un levier extrêmement intéressant et qui est en progression en France, qui a été longtemps oublié, c'est l'alternance. Je voudrais aussi interroger Nathalie là-dessus. Vous y croyez aussi fort à l'alternance? Vous pensez que c'est un vrai levier pour faire rentrer les jeunes et les former? Ouais, c'est un vrai levier sur lequel on investit fortement. Donc, en France, en 2021, nous avions un programme avec 400 alternants. C'est 10% en fait de la population de l'équipe Rexel France, donc c'est vraiment très significatif. Ce qui nous fait très plaisir, c'est que 60% d'entre eux restent dans l'entreprise à l'issue de leur alternance. Donc c'est vraiment un levier de recrutement considérable. Et on a donc participé à des programmes, et on était très contents d'être parmi les lauréats de Happy Trainee, c'est-à-dire d'entreprises qui sont particulièrement accueillantes pour ces alternants. Et on a interrogé ces jeunes pour leur demander qu'est-ce qui avait compté pour eux. Et ils ont dit effectivement, dans une grande proportion, plus de 90%, parce qu'il y a un sens à leur mission. Et c'est vrai que quand on fait la distribution de matériel électrique dans un monde où la sensibilité au changement climatique est forte, il y a un vrai sens à promouvoir des solutions d'efficacité énergétique. C'est un vrai métier qui peut porter ce sens-là. Ils ont aussi été très intéressés par les parcours d'intégration. Ils sont aussi très sensibles au fait que leur manager leur donne des feedbacks réguliers, s'occupe d'eux. Et tout ça fait aussi qu'ils recommandent ensuite cette filière d'alternance chez Rexel à leur entourage, et ce qui nous permet de recruter d'autres et de vraiment avoir un schéma très vertueux de partage entre des anciens qui sont dans la maison depuis très longtemps, parce qu'on a une pyramide des âges qui fait qu'il y a des gens qui sont depuis très longtemps dans l'entreprise, qui accueillent ces jeunes et qui les aident à démarrer, et c'est stratégique pour l'entreprise. Et encore une fois, ce sont des jeunes qui sont pas forcément tous des techs au départ, mais qui, dans le parcours de leur métier chez Rexel, vont devoir devenir de plus en plus technologiques parce que les solutions d'électrification sont de plus en plus techniques. Alors, ces nouveaux talents tech, on doit aller les chercher chez les femmes, on doit aller les chercher chez les jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres populations cibles qu'on doit solliciter? Gérald, je sais que vous avez un parcours seconde chance, notamment, avec des personnes en rupture d'employabilité. Vous considérez aussi que c'est un vivier de recrutement à considérer et à valoriser aujourd'hui? Oui, il y a d'ailleurs un programme dont on est très fier chez SAP, qui est un programme qui s'appelle People to Work. Alors, désolé pour l'anglicisme,
mais on voit bien ce que ça veut dire. Et le programme est génial, parce qu'en fait, on part du principe qu'il y a des personnes, notamment dans des quartiers ou des régions défavorisées, qui n'ont pas la chance de grandir dans les mêmes conditions que d'autres, qui se retrouvent parfois avec des études un peu flageolantes, voire pas du tout d'études, et sans emploi. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point, quand on ne l'a pas vécu, la détresse, il se trouve qu'au-delà d'enseigner à HEC, je vais régulièrement dans des écoles, dans des lycées, des collèges de zones défavorisées. C'est là que j'ai pris conscience de ça, à quel point, quand on est dans certaines régions, la vie est vraiment pas cool du tout, quoi. Elle peut être très compliquée. Et donc ce programme est très simple. Comme ça a été dit tout à l'heure par Stéphane, on a un déficit de compétences de façon considérable, je dirais dans la tech en général, mais si on prend juste l'environnement SAP, au niveau de l'Europe, on a un déficit de l'ordre de 500 000 personnes, au niveau de l'Europe, hein. C'est-à-dire en consultant des personnes capables de mettre en œuvre des projets autour des technologies et des solutions SAP. Alors si vous ramenez ça à l'échelon de la France, sachant que la France représente environ 10-15% de l'Europe traditionnellement, vous voyez qu'on parle de beaucoup de ressources sur évidemment plusieurs années, bien sûr, mais ça fait beaucoup de monde. Donc le principe de ce programme est très simple, c'est d'aller chercher des personnes qui viennent de tout milieu, de toute origine, de toute formation, qui sont sans travail, il faut qu'ils soient à Pôle emploi, et on les forme nous-mêmes, SAP, et aussi grâce à des sociétés de formation, et on leur donne un métier de consultant. Donc du jour au lendemain, on en a déjà formé pas loin de 2000, hein, donc on a fait un vaste travail, un vaste effort. Donc ça me permet de vous dire qu'avec ce programme, on touche effectivement une diversité qui n'a plus rien à voir, puisqu'on touche vraiment à la diversité la plus large qui soit. Et pour moi, la diversité, c'est ça. La diversité, c'est d'aller chercher des talents partout, dans toutes les zones en France, dans tous les milieux sociaux professionnels. Il faut pas hésiter à aller chercher ces profils qui, revigorés, vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que c'est ça la vérité. C'est qu'on ne peut pas imaginer à quel point quelqu'un qui tout d'un coup a un horizon tout à fait noir, sans horizon en fait en réalité, ou en tout cas pas très sympathique, et puis tout d'un coup, on met un coup de projecteur. Alors évidemment, on ne peut pas tout régler chez SAP, mais on a quand même vu notre écosystème autour de nous, qui est très dense, puisqu'on a énormément de partenaires. Je crois qu'il y a plus de 30 000 personnes en France qui travaillent dans l'environnement SAP. On a les moyens de faire des choses. Quand on ajoute ça à ce que fait Picard, à ce que fait Rexel, à ce que fait McKinsey, à ce que fait Stellantis et toutes les sociétés, voilà, c'est ça ce que j'appelle moi la solidarité au niveau de notre jeunesse notamment. Et c'est la recherche que nous devons avoir. Créer des diversités qui vont enrichir notre patrimoine et la France de façon générale. Cathy, quand je vous ai posé cette question, vous m'avez parlé d'un programme similaire. Je crois que vous travaillez avec l'école de la seconde chance, vous allez nous en parler, mais vous m'avez dit attention, il faut arrêter de faire des listes. En fait, utiliser la diversité pour trouver de nouvelles solutions de recrutement, ça va au-delà. Oui, c'est ça. Donc effectivement, votre programme résonne terriblement, puisque l'école de la deuxième chance, c'est aussi finalement un partenariat qu'on a mené depuis le mois de mars et qui là aussi intègre finalement des jeunes qui ont eu un accident de parcours, on va dire ça comme ça, scolairement parlant. Donc là aussi, opération avec nos clients, micro-dons, on a récupéré 150 000 €. Mais aussi, moi j'aime beaucoup nous inscrire durablement dans les abondements plutôt que faire un chèque au coin d'une table. Eh bien, on est en train de créer avec l'école de la deuxième chance en fait une filière de distribution alimentaire pour les former au métier de l'alimentaire dans la distribution, et ça profitera à Picard et certainement à mes collègues, mais c'est tant mieux. Et effectivement, la diversité pour moi, ça va bien plus loin que tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, c'est un vrai état d'esprit, c'est savoir se dire comment finalement on s'entoure de gens qui ne nous ressemblent pas. Et c'est véritablement ça le sujet de la diversité. Et moi, je veux pour preuve peut-être 2 exemples. Dans mon comité de direction, on disait effectivement la parité. Ben moi, vous voyez, il y a des gens qui ont des histoires différentes des miennes. Je prends ma DRH, que j'ai eu le plaisir d'aller recruter. Elle connaît rien à l'alimentaire. Rien. Elle n'avait jamais travaillé dans l'alimentaire de sa vie. Pour autant, une vraie experte, effectivement, sur son métier de DRH, et un vrai état d'esprit de business partner, là où je devais mener un gros projet de transformation. Est-ce que ça fait d'elle finalement quelqu'un qui est incompétente aujourd'hui dans son métier? Absolument pas.
Je peux vous citer un autre exemple du comité de direction là, qui est un peu plus étonnant, parce que à notre époque, nous, on courait tous après un CDI. Et je fais tout pour lui donner un CDI dans l'entreprise. Mais il ne veut pas ce monsieur-là, parce qu'en fait, il a un autre projet qui est effectivement l'entrepreneuriat. Ben là aussi, c'est de s'adapter finalement à se dire, bon, ben, on sait que notre chemin ensemble va être à durée déterminée, mais pour autant, le temps que l'on parcourt ce chemin ensemble, eh bien, on s'apporte mutuellement, on s'apprend mutuellement. Donc vous voyez, je dirais notre salut aujourd'hui, c'est finalement comment on combine les aspirations personnelles de chacun et les enjeux de l'entreprise. Alors un autre levier que les entreprises utilisent beaucoup, sur lequel elles se penchent beaucoup, c'est la formation continue. Dans formation continue, on entend upskilling et reskilling. Stéphane, pour vous, c'est une piste crédible face à la technicité des postes qui font défaut ? Alors, c'est tout à fait une piste crédible. Et d'ailleurs, les acteurs traditionnels qui ont le mieux réussi dans leur transformation digitale à date ne se sont pas contentés de faire des recrutements externes, mais ont investi massivement dans la montée en compétences, dans la revalorisation des talents existants dans l'entreprise. Pourquoi ? Par pragmatisme déjà, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une pénurie de talents à l'extérieur. Pourquoi ne pas capitaliser sur les talents qu'on a en interne, mais aussi parce que c'est un moyen de remotiver, d'assurer l'engagement de l'ensemble des collaborateurs, et enfin, parce que c'est un investissement rentable. Il peut être entre 20 et 80% plus rentable de reconvertir un talent interne que d'aller faire un recrutement à l'extérieur. Alors très concrètement, en quoi ça consiste ? 4 actions principales. L'établissement d'une perspective stratégique à long terme sur les besoins en compétences, l'accroissement significatif du budget de formation. Les acteurs les plus avancés qu'on a vus dans ce domaine ont un niveau d'investissement dans la formation qui est 3 à 5 fois supérieur à la moyenne de leur industrie. D'accord ? La refonte en profondeur du dispositif de formation, et là, j'entends par là notamment la mise en place d'un outillage qui permet de faire de la formation en continu, en utilisant les nouvelles technologies, ce qu'on appelle du self-learning, du continuous learning, d'accord, sans avoir à suivre des classes ou des sessions de formation en physique. Et puis enfin, la mise en place d'un écosystème de partenaires qui contribue à accélérer le renforcement de ces compétences. Alors Cathy, je reviens vers vous parce que vous avez mis en place ce type de stratégie qui fonctionne bien et que vous portez vraiment de manière très convaincue au sein de l'entreprise. Oui, alors la formation c'est très important, mais je dirais elle va au-delà finalement de nourrir là aussi nos compétences métiers. Poussons le bouchon un peu plus loin. Moi je pense qu'effectivement on a eu un vrai projet, c'est aussi de former nos managers. Depuis tout à l'heure, on parle, il faut donner du sens, il faut détecter les potentiels, il faut savoir retenir aussi les talents chez nous. Eh bien, nous, on a mis le poids du corps, si j'ose dire, aussi sur la formation managériale, sur des attributs managériaux, et toute notre population de managers, en fait, passe sur ces sujets parce qu'on voit que le monde change d'un point de vue leadership managérial et qu'il faut finalement muscler toute cette population. Et puis, la formation, je dirais, c'est aussi un pont entre deux métiers. Vous voyez, nous, on a mis en place un accord GEPP qui cartographie finalement tous nos emplois sensibles dans l'entreprise. C'est-à-dire des postes qui finalement, à 2 à 5 ans, vont disparaître. Il faut savoir regarder ça avec pragmatisme, avec aussi beaucoup de sincérité vis-à-vis de la population concernée, mais au moins, on a 2 ans à 5 ans pour les préparer effectivement à notre métier. Alors des fois, ce métier, ça peut être en dehors de l'entreprise, c'est l'occasion pour les gens de réaliser un projet, et on les accompagne aussi sur des bilans de compétences, mais des fois, ça peut être au sein de l'entreprise. Et puis, effectivement, c'est aussi pour moi la formation une source de promotion, alors pas forcément verticale, mais aussi horizontale. J'en ai pour preuve, je pense là à un responsable régional chez nous, qui effectivement n'avait pas de compétences particulières en informatique. Pour autant, c'est une vraie pépite pour l'informatique, parce qu'effectivement, il connaît les utilisateurs magasins. Eh bien, on lui a confié aujourd'hui le poste de manager les systèmes d'information magasins. Il a l'envie, il a la motivation, il a le côté usage et utilisation. À nous de l'accompagner sur de la formation, sur les fondamentaux de l'informatique, sur la gestion de projet. Et je peux vous dire
que c'est vraiment canon parce que c'est une réussite au sein de l'entreprise. Nathalie, je crois que vous avez des exemples un peu similaires. Vous aussi, la formation continue, vous y croyez, et ça donne des choses à peu près pareilles. Oui, absolument, parce que on a effectivement la conviction que, par exemple, quand on décide de développer des algorithmes de meilleur assortiment de produits dans nos magasins, finalement, si on trouve quelqu'un en interne qui connaît très bien nos produits, ça va être une grande valeur. Ça va apporter beaucoup de valeur. Et donc, on a, par exemple, trouvé là quelqu'un qui est dans la maison depuis 25 ans, qui faisait du contrôle de gestion, qui avait plein de métiers, qui connaît ça très bien, et bien, qui a été un merveilleux partenaire de jeunes data scientists que nous avons recrutés pour développer ces algorithmes et pour aller sur le terrain, pour comprendre quelle pouvait être la valeur engendrée. Et c'est ces binômes, je dirais, techniques, parce que bien sûr, il faut apporter des compétences, il faut aller chercher ces expertises d'architecture IT, de data science, etc. Mais il n'y aura pas meilleur résultat ou meilleur impact quand on arrive à combiner cette capacité technologique avec des compétences en interne solides qui vont apporter le sens du métier et la pertinence, comme ce monsieur qui s'occupe de l'IT des magasins. Mais ça suppose de mettre des choses concrètes en place, c'est-à-dire des job descriptions qui soient inclusifs de ces talents-là, dans un jargon qui soit compréhensible de tous, parce que parfois ça paraît insurmontable, ça paraît pas possible, et ça exclut ces populations qui doivent se sentir accueillies dans ces métiers, bien sûr les former, les accompagner, les coacher. Vous parliez du rôle du management qui sont absolument essentiels dans ces cas-là, parce que sinon on a de bonnes chances que ça ne marche pas. Et puis se donner le temps aussi, parce que peut-être que ça ne va pas être juste du plug and play, comme on dit assez aisément dans nos métiers de la tech, mais la valeur est au rendez-vous à la fin de l'histoire. Alors vous allez même plus loin, vous m'avez dit en fait il y a la formation continue, mais si on veut changer les choses en termes de recrutement tech et pour pourvoir en fait nos besoins en tech, il faut vraiment donner sa chance au tandem tech-métier, c'est fondamental. Oui, moi je crois beaucoup à ça, et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire ça permet d'embarquer des gens dont ce n'est pas le métier d'être dans la tech depuis toujours, et c'est vraiment possible, et ça donne aussi l'envie et du sens aux gens de la tech qui vont être attirés dans des métiers comme les nôtres. Parce qu'au-delà de il y a d'une part réenchanter les métiers de la tech pour que les hommes, les femmes, toutes les populations aient envie de faire ces métiers-là, mais il y a aussi donner envie de travailler dans le retail. Et moi, je trouve que, personnellement, vous l'aviez dit, je travaillais que dans les boîtes de tech, je travaillais chez Microsoft, j'ai choisi de venir travailler chez Rexel. Vous dites, il y a un truc bizarre quand même dans cette décision, mais développer de l'e-commerce, développer de la data science, développer des solutions. Et alors aujourd'hui, j'ai la chance en plus de travailler dans un domaine où je peux même aller jusqu'à des solutions qui vont être pertinentes du point de vue des enjeux de développement durable. C'est passionnant, et il y a des métiers absolument magnifiques, mais dont on trouve la valeur par cette combinaison entre tech et métier. Et moi, je vous assure qu'on a des recrutements de data scientists qu'on a réussi à faire. D'ailleurs, j'ai la fierté de dire à parité, c'est-à-dire que l'équipe est à moitié homme, moitié femme, parce qu'on donne du sens, et qu'un data scientist qui développe du code, mais qui peut aller sur le terrain avec sa feuille, ses algorithmes, en disant « Bon, regarde ce que j'ai sorti, est-ce que tu crois que ça va me permettre de mieux répondre aux besoins de ton client parce que tu auras le bon stock derrière toi ?» Ça compte, et ça donne du sens au travail. Et c'est, je pense, d'où vient la valeur de ces métiers, de ces combinaisons entre métiers et technologie. Avec de surcroît le fait vous me disiez aussi qu'il fallait regarder la filière tech autrement, ça permettait aussi de la banaliser en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui on avait peut-être un petit peu tendance à les prendre pour reprendre votre expression, des bêtes à 5 cornes. Oui, absolument. Alors, ça, comme j'ai fait ce passage entre entreprise de tech et une entreprise très traditionnelle, j'ai pu constater que, en fait, quand on vient, et je suis sûre qu'il y a plein de gens dans la salle, là, dont je reconnais certains d'ailleurs, qui sont toujours dans ce monde de la tech, qui parfois vraiment parlent un langage que les gens du métier comprennent, mais vraiment pas du tout. Donc il faut qu'on travaille, il faut que les gens de la tech sortent de cette tour d'ivoire ou de ce jargon, et qui fait qu'à un moment, on arrive à en embarquer davantage, parce que je ne pense pas qu'on va régler notre problème de manque de talent sans trouver ces passerelles vers des populations qui ne sont pas nées dans la tech
dès le départ, il faut arriver à parler un langage commun et que chacun fasse un bout du chemin. Alors, on a listé consciencieusement toutes les pistes, mais Gérald disait tout à l'heure, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas des pistes qu'il faut, c'est du sens. Il a parlé effectivement le fait de peut-être changer de modèle, voir les choses autrement. Je sais que c'est quelque chose que vous partagez tous ici, notamment Cathy. Vous avez été aux grandes manœuvres sur la marque employeur dès votre arrivée pour justement redonner du sens. C'est ça qui peut changer les choses aussi. Oui, parce que en fait, les gens, que ce soit les clients ou les collaborateurs, attendent finalement des marques, des entreprises aujourd'hui qu'elles portent leurs engagements avec beaucoup de responsabilité et de courage. Et donc effectivement, quand on a mis en place le plan de transformation au sein de Picard, on a travaillé sur les 3 dimensions de la marque, que sont la marque d'enseigne, la marque employeur et la marque citoyenne. La marque d'enseigne, on a redéfini la raison d'être de l'entreprise. Et là, ça fait écho finalement au sens dont on parle tout à l'heure. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? On a retravaillé sur la marque employeur, là aussi extrêmement importante. Ça passe par exemple sur des accords handicap, politique d'alternant, qualité de vie au travail. Ça passe aussi sur une politique salariale qui est équitable et lisible par tous, compréhensible par tous. Sur des parcours aussi professionnels. Ça commence par un entretien d'activité qui est bien fait, une people review et puis un parcours de formation en tout cas qui est adapté. Et moi je crois très très fort à la symétrie des attentions. Plus on s'occupe des collaborateurs, plus effectivement ils vont s'occuper de belle manière en tout cas du client final. Et puis la marque citoyenne qui est très importante. Donc on a mis un projet RSE au cœur du projet d'entreprise. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement sur toute la chaîne de valeur de notre métier, on a des vrais indicateurs de mesure et des vrais engagements. Donc ça va pour les recettes, effectivement, au niveau des ingrédients, plus de colorants, plus d'édulcorants, plus d'huile de palme, etc. Au niveau des packaging, réduction aussi du plastique. On a économisé, par exemple, 1000 tonnes sur ces 2 dernières années de plastique. Réduction de notre empreinte carbone aussi sur le transport. Réduction de la consommation d'énergie, et ça tombe bien, dans nos magasins, effectivement, qui sont maintenant certifiés ISO 50001. Et puis, pour finir notre chaîne, toutes ces actions dont je vous parlais de solidarité vis-à-vis et avec nos clients qui sont là aussi extrêmement importantes pour boucler un projet RSE. Nathalie, vous me disiez il y a le sens, mais il y a aussi aujourd'hui des attentes personnelles qu'il faut savoir prendre en compte. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Qu'est-ce qui peut donner envie de venir travailler chez Rexel par rapport à mes projets de vie personnels? Oui, je pense que le sujet de mettre vraiment le collaborateur au centre, je suis assez d'accord avec Cathy, parce que finalement, ça se retrouve dans l'engagement qu'on a au quotidien, dans l'envie de venir travailler, dans l'envie de collaborer, de contribuer à un projet d'entreprise. Et donc, interroger les collaborateurs, se poser la question de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pas penser de façon un peu déterminée, voilà, il y aura tant de jours de télétravail, ça marchera mieux, ou il y aura telle chose. Il faut s'intéresser à la personne. Et je pense qu'on a vraiment un gros travail à faire dans nos pratiques de management. Et il ne faut pas non plus ignorer que le Covid est passé par là, ce qui a changé les règles du jeu. C'est vrai pour les profils tech, mais c'est vrai pour tous les profils dans l'entreprise. Ce n'est pas forcément d'ailleurs évident de faire cohabiter, dans une entreprise comme la nôtre, où 90% des gens n'ont pas le choix du télétravail, par exemple. Eux, ils sont derrière leur comptoir ou dans leur centre logistique. Comment on fait cohabiter ces populations et comment on est en situation de créer ces passerelles entre ces populations de façon à ce qu'elles travaillent ensemble et elles se sentent heureuses dans une entreprise plurielle. Stéphane, vous me disiez que cette attente de sens, c'est pareil, aujourd'hui elle est très quantifiée. Il y a des grosses attentes, elles sont chiffrées, on les connaît. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il apparaît très clairement aujourd'hui que les jeunes générations sont extrêmement sélectives dans le choix de leur première entreprise et prennent en compte des critères qui auparavant étaient perçus comme secondaires. On va retrouver notamment la raison d'être, les valeurs de l'entreprise. Ils se renseignent d'ailleurs sur la mise en œuvre réelle de cette raison d'être et de ces valeurs, mais ça va bien au-delà. Ça concerne aussi la culture managériale. Est-ce qu'on travaille dans un mode hiérarchique ou dans un mode non hiérarchique? Ça concerne également la capacité à assurer des liens
interpersonnels, des liens sociaux. Ça recouvre également de l'autonomie et du niveau de responsabilité qui est accordé aux collaborateurs. Et enfin, sur les conditions de travail qui sont proposées, la flexibilité qui est proposée. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces jeunes générations prennent en compte des critères qui vont bien au-delà de la simple marque que représente l'entreprise ou de la rémunération, et que pour pouvoir attirer cette nouvelle génération de talents, il faut prendre en compte ces différents critères. À titre d'exemple, juste pour vous donner quand même un chiffre, parce que j'ai répondu uniquement sous un angle qualitatif, on a pu observer jusqu'à 40% d'augmentation de candidatures auprès des entreprises qui travaillaient sur cette proposition de valeur et un doublement de la qualité, c'est-à-dire de l'adéquation en fait, de ces candidatures avec les besoins des entreprises concernées. C'est un chiffre assez fort. Le management, le rôle du management, alors, Gérald a écrit beaucoup de livres là-dessus, mais Cathy, vous avez une vraie vision là-dessus. C'est phare, le leader d'aujourd'hui, c'est lui qui porte tout. Oui, alors je pourrais en parler pendant des heures, mais en 1 minute et demie, c'est aussi vous dire qu'aujourd'hui, on ne suit plus un patron parce que c'est hiérarchique en fait. De mon temps, oui, il avait les barrettes, on suivait, on filait droit. Aujourd'hui, en fait, il faut un peu plus que ça. On suit effectivement un patron aujourd'hui parce qu'il est inspirant. Il a une vraie vision, il sait donner le sens. Parce qu'effectivement, il est congruent. C'est-à-dire, il fait ce qu'il dit ce qu'il fait, tout est aligné. Et ça, je pense que c'est une verticale très importante, un alignement qui témoigne d'une vraie solidité. Et on peut dire qu'en ce moment, les temps sont chahutés. Donc, voir son patron solide, effectivement, avec cette verticale, cette colonne vertébrale qui est redoutable, c'est aussi rassurant, effectivement, pour toutes les équipes. Et puis, on suit aussi, effectivement, un patron parce qu'il est avec. Enfin, moi, j'aime à dire que je suis plutôt, quand on me demande quel type de leader vous êtes, l'image qui me vient, c'est Braveheart. Vous savez, je mets mes couleurs de guerre, là, et hop, je suis partie avec mes équipes à chaque fois qu'on a une bataille à mener, plutôt qu'être le général qui est sur la colline et qui regarde avec sa longue vue et qui compte les morts. Bon, voilà, il y a 2 types, effectivement, de leaders. Et je crois que la dernière qualité, c'est vraiment l'humilité. L'humilité, parce qu'il faut vraiment qu'on passe, effectivement, de leader sachant à leader apprenant. Je pense que le contexte actuel nous montre qu'on ne sait plus tout. C'est fini, on ne sait plus, on n'a plus de certitude. Bien sûr qu'il faut avoir des convictions, c'est important, ça donne l'impulsion à une première idée, à un premier dossier, mais après, il faut aller la confronter finalement avec le terrain, et puis oser se tromper, réajuster, renoncer à une idée. Et ça, on peut le faire en tant que dirigeant que si on est humble. Gérald, un mot sur le leadership, vous avez beaucoup écrit dessus. Donc, un rôle fondamental pour attirer aujourd'hui ces talents tech qui nous manquent. Alors là, bon, il faut annuler les dîners parce que là, je vais partir et ça va durer à peu près 3 ou 4 heures. Non, j'ai une dernière question juste après. Non, mais je pense que Cathy vient de dire quelque chose d'extrêmement important. En réalité, comment peut-on imaginer que des salariés puissent motiver l'écosystème dans lequel on travaille, c'est-à-dire des clients, des partenaires, etc., si on ne leur porte pas attention, ça a été dit aussi par Nathalie et par Stéphane, il faut leur porter attention parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Donc si on distribue de l'attention à ces salariés, on fabrique une génération de collaborateurs qui ont envie de se satisfaire, qui ont envie de se donner, qui ont envie d'aller de l'avant et finalement, au fond, de mettre de la passion dans leur travail. Mais le mot qu'on n'a pas encore cité et qui est très important, parce que là on est dans un événement sur le retail. Alors le retail veut dire des consommateurs, des acheteurs de produits, des acheteurs de services. Mais il y a un mot très important, c'est la fierté. Moi, à chaque fois, moi j'adore la vente. Donc évidemment, je suis un vendeur et comme tous les vendeurs, je regarde les vendeurs faire avec moi. Et de temps en temps, quand j'ai un vendeur en face de moi qui veut me vendre un produit et que je le vois pas prendre les bons chemins, j'ai envie de lui dire non, on va recommencer. Je vais re-rentrer dans la salle et tu vas recommencer parce que là, tu vas pas me vendre le produit. Là, t'es pas bien parti. En réalité, moi, je cherche d'abord et avant toute chose, au-delà de la compétence, je cherche la fierté. La personne qui est fière de la marque qu'elle défend, elle va se battre, elle va aller au-delà des limites et ça fait toute la différence. Et j'en reviens, puisque c'est le thème de notre table ronde de la diversité. Quand on donne la chance à des personnes qui n'en ont pas eu, parfois, et des personnes qui sont très diverses, eh bien, ils sont tellement fiers de porter la marque
que ce sont des ambassadeurs, mais sans aucune commune mesure, en réalité. Et là, on fait la différence. Et je crois que, Cathy, tu l'as dit aussi, le propre d'un leader, c'est vraiment de construire des équipes. Il faut construire des équipes qui sont soudées, qui visent un objectif commun. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que tous les jours, on est face à des murs, face à des difficultés. C'est tout sauf facile, mais c'est ça qui fait la passion du métier de manager et de dirigeant. Sinon, il faut faire autre chose. Moi, quand quelqu'un vient me voir, dans toute ma carrière, j'ai eu des postes à distribuer, entre guillemets, à allouer à des personnes, etc. Je cherche tout ça. Je cherche le courage, je cherche l'intégrité, l'authenticité, comme tu le disais. C'est super important. C'est ce qui fait la différence. Et quand on a une belle équipe autour de soi, on a le sentiment d'avoir fait correctement son travail. On va dire ça. Ma toute dernière question, parce qu'on va dépasser le temps imparti. On parle de ce que doivent faire les entreprises pour trouver des solutions sur ce manque de talent tech. Est-ce que quelque chose ne se joue pas aussi aujourd'hui sur la formation initiale? Alors, je sais que tout le monde a des choses très intéressantes à dire. Cathy, vous me disiez notamment que le rôle de l'entreprise par rapport à la formation initiale aux écoles doit être revu. Oui, moi je pense qu'effectivement, l'entreprise a une place à occuper dans le monde de l'éducation. Et bien plus tôt. Je trouve qu'on l'occupe plutôt pas si mal à l'université, après le bac, par rapport à des formations en alternance, mais c'est avant que ça se joue. Enfin, vous voyez, nos enfants à 16 ans, en première même, ils doivent décider de leur filière, des spécialités, comme on dit. Enfin, je peux vous en parler, j'ai un enfant de 17 ans, vous voyez. Ah, moi ici. Donc, voilà, terminale, Parcoursup, voilà. Et donc, effectivement, c'est avant que ça se joue, et je pense qu'on a, en tout cas, moi, je milite très, très fort pour rapprocher l'éducation de l'entreprise et véritablement qu'on puisse s'inscrire très tôt, parce que c'est comme ça qu'on fera correspondre offre et demande, qu'on pourra effectivement expliquer nos challenges de demain, nos postes qui vont disparaître, et à l'inverse, ceux qu'on est en train de créer. Donc moi, vraiment, je serais ravie demain de pouvoir effectivement apporter une petite pierre à cet édifice. Oui. Stéphane, c'est une vraie conviction chevillée au corps. Ça veut dire que pour vous, il y a un gros chantier sur la formation initiale en France? Oui, je pense que, comme on l'indiquait en début de session, il y a un enjeu pour la France et de façon générale pour l'Europe à renforcer considérablement notre filière technologique. Pour répondre à cet enjeu, il y a un travail de fond à faire dans les parcours de formation. Ça démarre très tôt en renforçant le poids de la technologie à l'école primaire, à l'école secondaire, en élargissant les cursus possibles pour se former au-delà des grandes écoles et des universités, en améliorant le programme pour qu'il soit plus proche des attentes des entreprises dans ces grandes écoles, dans ces universités, en déployant davantage l'apprentissage. Donc ça, c'est un premier volet fondamental. Et après, il y a aussi, je pense, au sein des entreprises, un travail de fond à faire pour valoriser les profils technologiques, leur offrir des parcours de carrière attractifs et, comme l'indiquait Nathalie, assurer une collaboration très efficace avec les métiers. Nathalie, je sais que vous avez, enfin c'est pareil, chez vous c'est une conviction, on a notamment un problème avec les jeunes filles à résoudre pour les ramener sur la voie technologique et la voie technique, enfin tech. Oui, en fait, je voudrais réinsister sur un point et pour revenir au fait qu'on est ici à Tech for Retail. Et je pense qu'on a vraiment tous là, et je pense que si chacun pouvait penser à ça en partant pour prendre une action, ça contribuerait à faire avancer les choses et parler de nos métiers du retail aux jeunes. Et en leur expliquant à quel point faire de la tech dans nos métiers a du sens. Tant du côté des fournisseurs pour sourcer les bons produits, pour faire en sorte de créer des filières positives d'approvisionnement, etc., que pour travailler sur le packaging, que pour faire du category management pertinent. Enfin, il y a des tonnes de choses à faire, de l'e-commerce, de l'omnicanal, tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer en tant qu'entreprise, mais dans la tech en particulier, pour montrer à quel point c'est un secteur dans lequel c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. On croule sous la donnée. Le retail, on a le fournisseur d'un côté, le client de l'autre. On est au cœur de cette chaîne de valeur. On peut travailler sur des tonnes de sujets. Et je pense qu'on a tous un travail à faire pour aller expliquer ça. Alors dans les écoles, mais pour que les jeunes le comprennent, on travaille des programmes d'alternance, qui est une bonne façon de le faire. Mais on a une vraie opportunité. Je ne pense pas que tous les secteurs aient une opportunité de cette ampleur, personnellement. En tout cas, c'est mon
mon ressenti après 5 ans dans ce secteur. Et je pense qu'il faut se mobiliser parce que ce n'est pas spontané. Je peux vous assurer, les gens de la tech, quand ils pensent à chercher un job dans la tech, ils ne viennent pas postuler chez Rexel en première lecture. Quand ils passent du temps, qu'ils viennent, qu'ils comprennent les métiers, on a un taux de conversion qui est assez bon en fait. Mais donc je pense qu'on a tous un travail à faire pour valoriser les métiers dans notre secteur. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.